Donc, Annie Cohen, donc vous êtes un auteur Gallimard, si je comprends bien. C'est bien. Cinq livres, donc Haute Enfance, la collection Haute Enfance, 6 même, le dernier qui vient de paraître, c'est Petit Fer à repasser. Je suis très fidèle à mon éditrice. Et réciproquement. Et réciproquement. Il y a beaucoup de bienveillance entre nous. C'est merveilleux pour un auteur d'avoir un bon rapport avec un éditeur. Excellent rapport, et j'ai confiance, c'est elle qui est mon interlocutrice. Vous avez quelqu'un de particulier chez Gallimard. Voilà, particulier chez Gallimard, absolument. Pauline Fort-Poiret. Voilà. Donc elle dirige une collection, elle a fait beaucoup de choses en édition, elle s'occupe aussi de la jeunesse. Et ça a commencé quand, ce mariage Ce mariage, ça a commencé en fait, si vous voulez, quand il y a eu un livre collectif qui a été fait par Laïda Sebar, Une enfance algérienne, qui a demandé à plusieurs auteurs dans le même titre, justement à etc., d'écrire un texte sur notre enfance algérienne. Et moi j'ai écrit un texte sur ma mère, Médiana mon amour. C'était ma mère était très mal dans l'antichambre de la fin. Et donc il a beaucoup aimé ce texte. Et quand d'ailleurs, j'ai écrit grâce à mon chou, et l'histoire de la paix de ma mère. Il y avait une relation à l'espagnol dans votre famille? C'est-à-dire donc on vient de ma mère. Vous avez gardé un peu une tradition hispanophone? Un petit peu, oui. On parle espagnol couramment, et puis comment dire, ma mère dans ses choix, dans ses goûts de musique, etc. Tout ce qui la rapprochait de l'Espagne m'intéressait. Quand on s'est eu le très connu et qu'on est devenu français, on a appris à devenir français. En 1960. En 1970. Oui. Voilà. Donc on l'a enlevé, on l'a annulé à un moment donné pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et après, exactement. Et après on l'a repris. Donc après, il y a eu toute la guerre d'Algérie, etc. Vous étiez en train de parler de 1962, voilà. Et ça s'est très mal passé. Voilà, dans 1962, nous sommes tous rentrés. Moi, je ne voulais pas revenir en France. Je ne voulais pas venir en France, je ne comprenais pas. Vous avez quel âge en 62? 18 ans. Je ne voulais pas venir en France, mais bref, j'ai tout fait pour m'adapter ici. C'est comme ça que je suis devenu géographe et que j'ai fait une thèse sur Paris, pour pouvoir justement m'imprimer, trouver des racines dans cette ville, et je les ai trouvées, parce que comme par miracle, il n'y a pas de miracle, je me suis retrouvé à j'habitais, si vous voulez, au bord de l'affluent de la Seine, la Vièvre. Oui, traverse le 13e. Du Saint-Pierre. Et donc j'habitais là, donc si vous voulez, j'ai fait un livre qui s'appelle La rivière des Blancs, qui raconte si vous voulez, cette rivière, cette ocean magnifique, belle, etc., qui devenait un bon client avec la maison de les Blancs. Et si vous voulez, c'est mon territoire en fond. C'est-à-dire que je me suis identifié à cette rivière, comme elle était canalisée, elle avait des murs, elle était recouverte de béton, etc. Alors qu'en sa source, je suis une petite merveille, avec des micro-zones. Donc, je reviens toujours au territoire, moi. Ça faisait écho un peu. Voilà. Donc vous avez géographie des origines. Géographie des origines, voilà. Et en fait, on ne peut pas nier ces origines, bien sûr. L'origine d'origine, il y a à la fois l'espace et le temps. Voilà. Exactement. L'espace et le temps. C'est une conjugaison de ça. Alors on va peut-être faire le point, vous étiez en train de parler de 1962 et de ce que ça représentait pour vous et pour l'ensemble en fait de tous les non-arabes qui ont dû partir. C'était pas prévu ça normalement, d'accord de Vian, tout le monde devait partir. C'est le peuple qui s'est soulevé, en fait qui a été manipulé peut-être, avec notamment à Oran, c'est ça? Parce que là je dis ça parce qu'il y avait cette émission ce matin, une belle croix qu'on a réévoqué cette question de ce qui s'est passé, de ce pogrom en quelque sorte. Mais vous étiez en train de me dire que finalement vous essayez de philosopher, vous dites il y a le passé et il y a le futur.
pas le fait que j'ai vécu en 67 en Algérie. Ah oui, vous étiez revenu en Algérie. Ce qui est passé avec ça. Acheter des livres à jouer. Comme par hasard en 67. Voilà. Ça a été le moment de la guerre de Sardou, la musique, le militaire, Quelle est la journée? Ah, je repasse avec des potes ce soir. Ah, ouais, là, parce que moi, dans mon fort intérieur, pour que l'armée israélienne gagne. Vous étiez écartelé. Et c'est là où ça m'a dit, Parle fort, Annie, parle fort. et ces travaux de recherche que j'ai fait pour m'imprégner de la France, pour aimer la France. C'est-à-dire que la France, c'est pas moi je comprenais qu'elle ne m'était pas donnée. Il fallait qu'on aille se dire que toute cette histoire là, que les Juifs Eh ben oui, parfait. Ah oui, avant qu'on neige. Ça commence à dire par rapport, c'est ça. Il y avait Rachid, il y avait Non, mais ça marche, ok. Oui, vous étiez dans un pays qui avait un très bon enracinement juif. D'ailleurs, avant l'histoire du sionisme, la France était vraiment considérée comme un pays d'accueil pour les juifs. Cela dit, c'est vrai que beaucoup de juifs de la communauté française aujourd'hui ne sont pas les descendants de ces juifs français. Non. C'est pas eux. Ils revendiquent un passé qui n'est pas réellement le leur. D'une certaine manière, faut dire les choses comme elles sont. Ils viennent de Pologne ou d'Algérie, c'est pas vraiment leur passé, mais ils se l'approprient. Cet aspect de l'émancipation, c'est curieux cette capacité d'appropriation et d'identification, alors qu'en fin de compte on a d'autres origines par ailleurs. Donc il y a plusieurs identités qui se combinent, qui se s'entrecroisent. Ah ben oui, aussi. Moi je disais dans le livre de Marie qui est en poche sur le petit que j'étais un oranger en pleine terre, là-bas, et je suis devenue une fougère de la forêt travers. Et que cette transmutation comme ça végétale, c'était intéressant à analyser. Qu'est-ce que c'est que cette fougère? Qu'est-ce que depuis je me suis mise à aimer les ciels de France que j'adore, je me suis mise à aimer en climat, je suis amoureuse de Paris. Il y a un changement climatique complet. Et j'ai quand même voyé, je traverse Paris encore là pour venir à la radio, c'est un enchantement. Oui, vous êtes une amoureuse de Paris. Je suis une étrangère tout le temps à Paris. C'est une étrangère qui accueille tout, Vous êtes revenu depuis Alger? Non, après 27, je suis plus retournée. Vous auriez pu quand même aller faire quelques séjours là-bas, de touristes. Non, j'ai pas envie. Et Israël, vous connaissez? Oui, je connais. Ah, vous connaissez un peu? Je connais. Non, mais j'ai mis très longtemps à l'Israël. Quand j'étais très jeune, à 14 ans, j'ai vu une là, il me dit à mon père que je voulais partir en Italie. Et donc ça a été une guérison avec mon père. J'étais dans les mentionnistes ici d'avenir. Les gens qui s'achètent des livres. Et je me dis, mais moi, qui m'ont dit, mon père en Israël. Oui. Et mon père, il dit, je crois qu'une vache à lait, etc. Et donc il m'a empêché de partir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, que j'étais là-bas, que c'était pas des enfants, je travaillais en République. D'accord, oui. Voilà. Et moi, je voulais pas. C'est vrai que ça aurait été pas facile. Hein. Je n'aurais pas tiré pas. Non, parce qu'il y a un problème de langue. Heureusement. Oui, je crois que vous avez bien Et fait. je n'aurais pas écrit. Oui. Si mon père m'avait laissé partir, je n'aurais jamais écrit. Ça aurait été encore plus déraciné. Alors que finalement, le passage de l'Algérie à la France, il n'y avait pas de problème linguistique déjà. Non, voilà. C'était déjà merveilleux de ne pas avoir ce problème. Vous avez peut-être changé d'accent entre-temps. Oui, un petit peu, voilà. Vous connaissez l'arabe quand même. Très, bien sûr. Vous entendez vous arrivez à communiquer avec les Maghrébins aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je fais pas tellement d'amis
au moment de 67, quand je suis retourné, j'ai fréquenté beaucoup d'Algérie qui m'ont montré des choses que je n'avais jamais vues en tant que jeune fille. Moi, j'ai pas vécu l'Algérie de Camus, parce que Camus avait Oui. vécu à Dieu, qui a vécu en Algérie, il était à Tunis, etc. Moi, j'étais quand même à 18 ans et les parents ne laissaient pas sortir. J'avais pas. En tant que femme, c'était pas la même chose. Non, voilà. Mais vous étiez élevée un peu comme un peu l'étaient les jeunes femmes musulmanes ou bien c'était quand même différent chez les juifs? C'était quand même différent chez les juifs, c'était quand même différent, mais enfin, il fallait qu'une fille arrive bien au mariage. C'était quand même un peu les mêmes principes. Oui, un peu le même principe, mais on n'était quand même, on n'était pas voilés, Ah oui. on sortait comme on voulait, on avait toujours nos parents connus, quoi. Alors quel était le rôle justement de la langue à Alger? Qu'est-ce qu'on parlait comme langue à Alger? À Alger, on parlait ce noir, des mélanges extraordinaires, l'espagnol, l'arabe. Ah oui, c'est ça la langue qu'on parlait. Tout le monde parlait cette langue-là. Une sorte de sabir. Oui. J'ai jamais très bien compris comment les Algériens arrivaient à mélanger comme ça, tantôt un mot français, tantôt un mot arabe. Comment ça fonctionne dans leur tête? Ah oui. Ah là là. Commenter. Commenter un marque de foot dans l'Algérie aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est très créatif. Comme ils ont un truc de passion de foot, ils se laissent aller et ils parlent. Vous écoutez parfois les matchs de foot? Il m'est arrivé d'écouter les matchs de foot dans les années 70, de faire des foot. Donc là, aujourd'hui, je ne raconte pas, en fait, je me rends compte que plus je vieillis, finalement, plus peut-être je m'éloigne de la langue qui est noire. Oui. Et plus. Et votre style de langue, il n'est pas du tout influencé par ça, votre style d'écriture? Et c'est classique? C'est très classique. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je suis formidable avec chez Galilée. Oui. Parce qu'ils ont une façon aussi, eux, de travailler, de faire travailler la langue. Dans les France, quand je suis c'est pareil. Oui. Je ne raconte pas des histoires comme ça. Oui. Voilà, c'est pas des histoires. Qu'est-ce que c'est vos inspirations? C'est une quête aussi sur le blas, c'est une quête qu'est-ce que je fais quand j'écris? Qu'est-ce que je fais quand j'écris? Ah, vous avez conscience de votre écriture? Ah, complètement. J'ai conscience de mon écriture et surtout, c'est-à-dire que j'écris pour écrire. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Oui. C'est même que ça soit cadré, que ça soit harmonieux, Une esthétique. que ça tourne, que ça soit. Est-ce que vous corrigez beaucoup? Vous êtes comme Flaubert, vous écrivez, vous entendez pas, vous relisez votre texte à voix haute, je sais pas. Énormément. Donc c'est Des versions de ce petit livre, le dernier, le petit père a repassé, je ne sais pas combien de versions il y a eu. Oui. vous déclamez votre texte. Je déclame mon Vous êtes texte. très perfectionniste alors. Alors, très perfectionniste, vous voyez, ça c'est un de mes dessins quand je fais pas. Ah, vous faites ça aussi, d'accord. Quand je fais pas de l'écriture, je fais des dessins entre de Chine. Et là aussi, ça aussi c'est une forme. Oui, vous êtes inspiré par l'art chinois. Hein. Voilà, oui, voilà, exactement. Et cette fois-ci, ils ont décidé de le mettre en couverture. Oui, on a décidé de le mettre parce que j'ai 25 dessins, c'est une activité importante. Et vous choisissez en général Non, vos pas couvertures? du tout. Ah, merci madame, c'est gentil. Je savais que je l'avais, hein, mais il a fallu que je la retrouve. Très aimable, merci moi. Annie Cohen. Et quel est votre rapport à la religion alors, Annie Cohen? Alors, mon rapport à la religion. Vous êtes libéral, vous êtes orthodoxe, vous êtes laïque? Ah non, je ne suis pas du tout orthodoxe. Je suis plutôt libéral, par exemple, si vous voulez, quand mon père est mort, lui, il voulait être incinéré. Vous savez que chez les juifs, il n'y avait rien, mais il voulait qu'un rabbin dise le Kaddish.
Et moi, je n'avais pas. Dans ces cas-là. Et il a fallu que je passe par le mouvement libéral juif de France. Voilà, MJLF, c'est juste en face. Voilà. Et je suis passé par là, j'ai choisi une femme qui a accepté de venir de Père-Lachaise. Une femme rabbin? Une femme rabbin. Très très bonne. Il y a combien de temps? Donc c'était en 96. Oui. C'était entre la nuit, non, c'était. Non, c'était il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. Non, donc c'était en 2011. Oui, parce que c'est dans le petit fer à repasser, là. Oui, ça, je la connais peut-être. Oui, ça s'appelle très bien. Elle est très très bien. Elle est très bien parlée. Donc elle, ça l'a pas gêné de... Elle s'est gênée, elle est venue, elle a cherché une chaise, elle a décidé de la vie, j'ai fait un hommage à mon père, c'était pour elle. D'accord. Donc vous inscrivez un peu dans cette mouvance. Ça. Vous n'allez pas spécialement à la synagogue? Non, je ne vais pas, C'est laquelle? C'est où? c'est le provisoire. Ah, il y a une synagogue au Provisoire. Il y a une école, Ah bon? une école rabbinique. Dans cette école, il y a pour le faire, Ah, d'accord. le répertoire. Ah, je savais pas, c'est intéressant à savoir. Vous habitez par là? Oui, oui, je suis toujours à la station Provisoire, maintenant je suis vers la ville d'Ocaille. Ah ben non, c'est incroyable. Oui, le provisoire depuis peu. Oui, 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 je ne connaissais pas. Je connaissais celle de la rue Garnier, je connaissais la rue Vauclin, mais je ne connais pas celle de la rue Corvisart. D'ailleurs, la Bièvre, vous savez qu'on parle de la Bièvre dans le 13e, parce que dans le square Paul Barbe, il y a un morceau de la Bièvre. Et hier, il y a une école juive aussi. Voilà, ben c'est là. Ah bon? L'école juive, Bah oui, d'accord, oui, j'avais... pendant les fêtes, l'école juive, Oui, j'avais pas fait rapport, bien sûr. elle a eu son réfectoire. Oui, bah oui, c'est normal. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. oui, c'est émouvant. Oui, d'accord. Donc, vous connaissez d'autres, vous avez une sympathie pour les autres auteurs juifs en France? Vous en connaissez quelques-uns? Comme Michel Kahn, je sais pas. Oui, oui, bien sûr. Oui, voilà, je suis un peu la travaux. Ça m'intéresse. Hélène Sixou, vous avez parlé tout à l'heure d'elle aussi. Bien sûr, bien sûr. Dans la vie, des personnes simples. Omer et moi, c'est absolument dans l'esprit. Mais elle fait un beau travail. Elle fait un beau travail. Et vous avez été tenté par la poésie vous-même? Vous avez fait des Oui, poèmes? j'ai fait des poèmes, mais en même temps que mes dessins, je suis très tentée par la poésie. Ça va peut-être venir Ça alors. va peut-être venir. Je suis très tentée par la poésie, ça va peut-être venir. Là maintenant, je suis en train de... Je vais continuer à faire des dessins. Je fais des dessins sur des ferrailles, je fais des dessins sur je fais des gouaches, etc. Pas la sculpture encore, non? Non, mais j'ai des grosses ferrailles qui sont peintes en blanc, puis je fais des dessins sur... Et vous les photographiez? Non, je les expose. Vous les exposez? C'est-à-dire c'est que la ferraille, donc quand on pense qu'il y a de l'herbe qui pousse à Auschwitz, Ouais. on se dit bon, la nature elle est plus forte que tout, Oui. elle peut. Et moi, ma ferraille, c'est un résidu, si vous voulez, de la manufacture des hommes, des produits manufacturés des hommes. Elle est toute pourrie, etc. Elle est pleine de rouille. Et moi, je la prépare et dessus, je fais des dessins. Donc, rien ne me... Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Voilà, rien ne me... Voilà. D'ailleurs, ça, c'est un trait. Enfin, ça, c'est un peu au thème chrétien de la résurrection. Oui. Mais effectivement, cette idée de faire revivre les choses, Oui. c'est très important chez les femmes notamment. Alors justement, à ce sujet-là, notre télévision, elle s'intéresse beaucoup au rapport masculin-féminin. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, Marc-Anne Cohen? Oui, mais écoutez, Dites-nous quelques éléments concernant ce thème du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. J'ai été, comment dire, une des militantes les plus ferventes du MLF. À l'époque, j'ai signé le 340 Ah bon? points.
On va aller faire passer c'est l'essai de 343. Vous faites actuellement le 40e anniversaire de... Voilà, quand on fait le 40e anniversaire, j'ai milité pour l'avortement, contre le Oui, viol. non mais d'accord, mais ça c'est la condition féminine, mais fondamentalement, tu distingues l'homme et la femme au niveau de leur sensibilité, de leur inspiration. Ça c'est très ardu. Ah bah oui. C'est vrai. Ben, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a un masculin en moi, Oui. très fort, très puissant. C'est lui qui me donne la force d'écrire. Des fois, c'est quelque chose presque de phallique que je ressens en moi. Ah oui, très fort. Je ramasse toutes mes cellules masculines pour affronter les choses. Et en même temps, le féminin qui est en moi, je le laisse aussi s'épanouir. Et ce que je vois, c'est le féminin chez les autres, c'est les hommes. Donc ce que j'aime aussi les hommes, moi, c'est à la fois leur masculin, bien entendu, mais aussi leur féminin. Et déceler la part féminine chez un homme, c'est une expérience formidable parce que ça veut dire qu'on peut avancer, quoi. Moi, je ne suis absolument pas dans l'affrontement avec les hommes. Je ne suis pas du tout dans au contraire, oui, je veux dire, on est embarqué différemment. Cette ligne, tu vas voir. Voilà,